Bonjour à tous, bonjour à vous et merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision pour cette édition de 10-12. Le Zénith, installez-vous confortablement. Et vous le savez, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire au Cameroun. Quel est le climat de cette rentrée dans les régions nord-ouest et sud-ouest Cameroun? Quelle est l'appréciation de cette rentrée dans ces régions en crise depuis pratiquement 4 ans aujourd'hui? Comment les populations de Bamenda et Buea appréhendent-elles la rentrée du 5 octobre prochain? Sont-ils ou sont-elles prêts à faire retour justement dans les classes pour les tout petits qui commenceront bien sûr le 5 octobre prochain? Vous le savez, la réalité est un peu triste quand même dans ces régions du Cameroun. On n'oublie pas également l'extrême nord ou de ce côté avec les inondations, mais surtout la crise aussi qui sévit de ce côté avec Boko Haram qui est plus que jamais présent dans ces localités, dans quelques localités bien sûr dans l'extrême nord du Cameroun. Comment se prépare la rentrée scolaire dans ces parties du pays qui nous intéressent et qui nous interpellent? Qu'est-ce qui se passe avec Camerco aujourd'hui? Camerco doit encore de l'argent bien sûr à une entreprise allemande baptisée Lufthansa justement, technique qui réclame 1,3 milliard de francs CFA à la compagnie aérienne du Cameroun. Sortira-t-on finalement de l'ornière? La réalité avec Camerco aujourd'hui est-elle une réalité aussi désespérée? Comment l'apprécier? Madame, Monsieur, bienvenue à vous, bienvenue à tous avec Charles-Amène Batchoum, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Santia. Ensemble, nous sommes unis pour la même mission. Jusqu'à midi, nous vous servirons encore. Bienvenue à vous, installez-vous. Bonbon Bengan Kandje, bonjour à vous. Bonjour M. Ngachou-Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Au moment où la nouvelle expression, le quotidien de la nouvelle expression nous montre à sa une ce matin, parle de 400 000 enfants en détresse dans l'extrême nord. À ce moment également, un bateau accoste au port de Douala, un bateau du programme alimentaire mondial avec à son bord des sacs de riz, priorité des priorités, l'assistance alimentaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord et de l'est. Ça veut dire qu'en réalité, le Cameroun a 4 régions où il ne fait pas bon vivre, où on ne mange pas. On parle de dépression alimentaire. 4 régions sur 10. On va voir. Bien sûr à voir avec le Cameroun ou les Camerounais effectivement, cette réalité nous interpelle tous et c'est important d'en parler. Charles Amène Batchoum, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Karine Santia, bonjour à vous. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Dominique Audrey Oyengelek, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. La ville de Tiko s'est réveillée très... Vous imaginez l'émotion, l'émoi, la frayeur qu'on peut avoir après une explosion comme celle qu'on a vécue hier, du moins dont on a été témoin de par le relais des réseaux sociaux. Que disent nos autorités après une telle escalade? J'ai eu l'impression que c'était un test et que ça pourrait aller encore plus loin et qu'on enregistre des morts. Comment on va faire pour pallier à ce genre de situation, pour qu'on ne retrouve pas nos forces de l'ordre en train de sauter sous des bombes, des enfants qui pourraient aller à l'école en train de sauter sur des bombes, ou bien les mamans au marché exploser sous des bombes? Comment on va faire? Doit-on rester muet face à la situation, madame, messieurs? En tout cas, on en parlera au courant de l'émission avec vous, Dominique Audrey et les autres. Merci de ne pas oublier les plateformes à travers lesquelles nous pouvons créer bien sûr cet échange-là. 10-12, le Zénith et Equinox Télévision. Je vous rappelle aussi que vous avez un contact qui s'affiche au bas de l'écran. Merci à vous, madame, messieurs, de poursuivre l'aventure avec nous sur cette antenne. Et parlons bien sûr de l'histoire du jour, Dominique Audrey. Une histoire particulière, dites-vous. Oui, cette histoire est particulière et on persiste, on continue dans le domaine de l'orientation. Cette fois-ci, c'est une dame qui a besoin de conseils. Elle dit qu'elle est mariée depuis 13 ans et que dans son mariage, elle a développé une sorte de maladie chronique.
un mal de tête chronique qu'à l'hôpital, elle n'a pas pu trouver solution à son problème. À l'hôpital, on lui a dit, madame, essayez un peu d'aller voir si jamais du côté, sur le plan traditionnel, on pouvait trouver une solution à votre mal. Et là, elle a rencontré un naturopathe qui lui a dit, madame, il y a une main invisible qui veut vous faire du mal. Et la seule solution pour que je vous soigne, c'est que vous puissiez me ramener de l'huile d'olive pour que je le fasse. La dame dit qu'elle n'a pas entrepris de faire cette démarche sans l'aval de son mari. Elle a dit à son mari, mon cher époux, j'ai rencontré un naturopathe qui se propose de m'aider et il demande de l'huile d'olive. Et son mari de lui répondre, je suis désolée madame, moi je suis chrétien et je suis contre ce genre de pratique. Moi je prie également pour soigner des gens, donc tu n'iras pas voir ce naturopathe. Elle dit que malgré que son mari lui dit qu'il a pu guérir des gens au travers de la prière, il n'a pas manifesté ne serait-ce que l'envie ou bien la volonté de la soigner, elle, de prier pour elle. Donc, ils sont restés comme ça et le mal a continué. Une de ses connaissances l'a conduit vers un autre naturopathe qui lui dit, en fait, il y a quelque chose qui a été mis dans votre ventre. Donc, vous me donnez la somme de 60 000, je pourrais vous soigner. Et à côté de ça, on vous a pris votre ombre. Elle allait voir le monsieur, elle dit qu'on lui a enlevé une sorte de tesson de bouteille et d'autres choses de son corps. Elle rentre et elle explique à son mari que voilà, on m'a demandé la somme de 60 000 pour me soigner, voilà, telle chose et telle chose qu'on a pu me faire. Son mari a dit non, je vous ai dit madame, ce genre de pratiques ne se font pas dans ma maison. Et elle dit qu'actuellement, elle prend des médicaments effervescents pour son mal de tête. Elle a dû arrêter pour ne pas désobéir à son mari. Donc, elle est en souffrance perpétuelle. À la question de savoir, est-ce que vous avez parlé de ça à votre famille? Quelle est la position de votre famille par rapport à votre mal et par rapport à ce que dit votre mari? La dame dit, sa famille lui a demandé de se soigner. Dans la question que la dame pose aujourd'hui est de savoir, est-ce que le monsieur qui lui a enlevé des choses, entre guillemets, dans le ventre, celui qui dit avoir vu qu'on a volé son ombre, peut-il véritablement la soigner? Et à côté de ça, s'il peut la soigner, comment convaincre son mari d'accepter qu'elle aille faire ce traitement? Alors, c'est un problème d'entente de toutes les façons. Fondamentalement, dans le couple, en réalité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Monsieur, lui, n'est pas, on va dire, versé dans les pratiques, entre guillemets, dans des traitements traditionnels, si on peut l'appeler comme ça. J'espère que mon bord ne me tapera pas sur les doigts quand je parle de traitement traditionnel. Elle, par contre, trouverait solution dans ces endroits-là. Puisque la médecine moderne n'a pas pu calmer ces maux. Et il faudrait justement qu'elle obtienne l'accord de son époux avant de le faire. Pour sauver sa vie, si Alors, vous voulez. et maintenant, il faut simplement qu'elle fasse quelque chose, n'est-ce pas? Qu'elle aille se soigner, tout simplement. Mais attendez, on meurt seul, hein? On meurt seul, son mari n'a pas de problème, sa tête va bien, et lui ne peut pas savoir ce qu'elle éprouve. Donc maintenant, émettre ce genre de positionnement, ce genre de raisonnement, moi je ne crois pas à ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Entre-temps, la dame est là, c'est elle qui ne dort pas, c'est elle qui a les maux de tête, et parce qu'elle veut être la femme parfaite qui obtempère, qui est soumise, qui accepte tout, qui ne fait rien sans l'accord de son mari, et ben, elle est sur le point de perdre sa vie. Parce comment l'histoire, étant donné l'histoire, vous la restituez ce matin, Dominique Audrey, comment peut-on comprendre aujourd'hui qu'il y ait une gêne à donner l'opportunité à sa femme de se faire soigner, alors qu'on sait que même les religieux le disent, l'homme et la femme forment un. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qui doit désobéir à l'autre? Qui doit obéir à l'autre? Il n'est pas question... C'est à moi que vous posez la question. Je vous la pose la question. Oui, il n'est pas question d'obéissance ici. Si le mari estime que vouloir sauver sa vie est un acte de désobéissance, alors oui, madame, soyez désobéissante. Il est question de votre vie. Parce que lorsque vous allez mourir, si vous mourrez, cet homme-là viendra avec sa sœur de l'église, chrétienne et tout ce que vous voulez, et ils vont prier sur votre cadavre et ils vont continuer leur vie. Vous avez la possibilité de vous soigner. Et là, on n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit. On a besoin de la permission de personne.
Ne donnez pas l'impression que si on vous dit, si vous restez dans cet immeuble qui est en train de s'écrouler, vous allez désobéir à votre mari. Vous préférez rester à l'intérieur et vous faire écraser sous les gravats parce que vous voulez être une femme obéissante, la femme parfaite. Non, il est question de votre vie. Et lorsqu'il est question de la vie de quelqu'un, il n'y a pas on n'a pas de questions à se poser. On n'a pas de questions à se poser. Vous faites vos choix. Vous pensez à vos enfants. Comment est-ce que vos enfants vont vivre? Vous ne pensez pas ce que votre mari va penser de ce que vous êtes désobéissante ou pas. Si vous vous soignez, tant mieux. Si vous ne vous soignez pas, vous continuez de chercher. Il n'a pas pu prier pour vous. Ou bien s'il a prié, ça n'a pas marché. Si on vous dit qu'il y a une possibilité de vous enlever, je ne sais pas quoi, pour ceux qui y croient, oui, et que ça peut vous aider, faites-le. Le monsieur est chrétien, engagé. Qu'est-ce que son église a fait pour sa femme? Dites-vous que c'est un mauvais mari? Un très mauvais mari. Un très mauvais mari. Et visiblement, pour lui, j'ai l'impression qu'il est de ceux qui estiment qu'une transfusion sanguine, ça ne se fait pas. Dans le même courant de pensée qui estime que les médicaments, on ne doit même pas en boire, il faut simplement prier et on aura la guérison. Non, parce qu'on dit même, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous demandez justement à cette femme aujourd'hui de sauver sa vie. Tout simplement. Mais non, elle n'a pas d'argent, peut-être. Que sa famille pourra l'aider. Vous pensez que même si vous êtes dans la maison d'un homme qui vous dit « Si vous faites ça pour sauver votre vie, moi je ne vous aide pas parce que c'est contre mon avis » et que vous allez même demander à votre mère, à votre frère, ils ne vont pas vous aider, ils vont vous aider. 60 000, ça ne coûte rien. Et aujourd'hui, les Camerounais sont tellement solidaires que si vous faites un appel à la générosité des gens, à la sensibilité des gens, même si c'est en coupure de 500, les gens pourront vous aider et vous allez payer votre traitement. Maintenant, il faut être sûr que le monsieur en face ne fasse pas de la presse digitation parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus champions. On vous fait des choses, je sais de quoi je parle, on vous fait des choses et on vous donne l'impression que vous êtes un cadavre ambulant, pourtant il n'en est rien. Donc maintenant, il faut pouvoir trouver le bon grain de livret. Deux problèmes d'ailleurs que vous mentionnez également à travers votre discours ce matin, Dominique Audrey. Ceux qui font dans la presse digitation, effectivement, c'est-à-dire qui se font passer pour des soignants, mais qui ne sont véritablement pas, et des traitants naturopathes, ils ne le sont vraiment pas. Et le deuxième problème que l'histoire pose, après votre analyse, justement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une guerre entre la religion, ceux qui sont croyants, ceux qui sont religieux et ceux qui peuvent trouver la guérison à la fois dans les églises réveillées, si vous voulez, dans les chapelles, dans les églises, entre guillemets, et ceux qui peuvent trouver des solutions du point de vue traditionnel. Moi, je ne crois pas qu'on trouve la santé à l'église. Vous ne croyez pas qu'on trouve la santé à l'église? Non. Alors, prenons également le point de vue de Karine Santia ce matin sur cette question. Croyez-vous justement que l'homme devrait donner la lassitude à sa femme d'aller se soigner, même si lui, il est plus croyant? Est-ce que... Comment vous analysez ça déjà, Karine? Si lorsque vous ouvrez la Bible, vous trouvez un comprimé, alors commencez à vous soigner avec la Bible. Quand vous ouvrez la Bible, vous trouvez les comprimés dedans. Vous trouvez les médicaments dedans. Je ne comprends pas comment ça se passe. Je ne sais pas pourquoi elle vient raconter que son mari dit que, Moi, si je veux me soigner, je ne demande pas la permission. Je me soigne d'abord. Maintenant, si tu me mets dehors. Parce que là, on ne vit qu'une fois et la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Tu es mon mari, soit, mais à un moment, c'est moi qui vis dans ma vie. Vous savez ce que les maux de tête? Vous avez déjà eu mal à la tête. Vous pouvez parler seul à cause d'un mal de crâne. Et dit parler seul. On croit que vous êtes folle, alors que c'est parce que la tête fait mal. Parfois, vous avez l'impression que votre tête va quitter sur votre corps et tomber. Parfois, ça fait tellement mal que vous avez l'impression que vous ne pouvez même pas vous coiffer. Il y a des gens qui se rasent complètement parce que la tête fait trop mal. Parfois, ce n'est même pas un mal de nerfs. Je dis que vous avez vraiment mal à la tête. Oui. Vous ne pouvez pas faire des coiffures, vous ne pouvez pas, je ne sais pas, parfois on dit que c'est les mal des dieux, par exemple, qui vous donnent le mal de tête. Mais à l'hôpital, on dit que allez vous faire soigner à l'indigène. Ça veut dire que quelque part, quand même, le mal n'a pas pu être découvert. Scientifiquement, il y a une explication spirituelle à ce que vous avez comme problème. Et elle y va sans demander la permission de son mari. Maintenant, quand on lui dit ce qu'il faut faire, elle va maintenant demander la permission de son mari à se soigner. De fait, elle désobéit. Et quand il refuse, ce n'est pas une affaire de désobéissance, c'est une affaire de protection de la vie. Donc, rien à voir avec la désobéissance.
Je vous désobéis quand je vous dis, par exemple, que vous ne voulez pas que j'achète une chaussure et moi je l'achète. Encore que ça aussi, c'est différent. Là, dans l'histoire de ce matin, on nous parle d'une femme qui est dans des questions de santé et ses maux de tête peuvent l'emporter. Un jour, elle peut se lever, elle peut dormir et le matin, elle ne se lève pas. Elle peut marcher un jour, elle a un mal de crâne en pleine rue, elle se couche là, elle ne se lève plus. Son mari viendra l'enterrer et après il se remariera. Il continuera sa vie. Il ne va pas vivre pour elle et pour lui. Donc elle arrête de penser que c'est son mari qui est la solution. Son mari lui dit que je vais imposer les mains parce que quand j'impose les mains, ça soigne. Ok, mais il ne le fait pas sur elle. Elle continue à rester tranquille. Mais elle veut mourir ou quoi? Je ne sais pas. Elle veut mourir. Si vous dites que vous pouvez soigner quelqu'un, que vous ne soignez pas, ça veut dire que vous êtes volontairement en train de vouloir tuer la personne. C'est dit que ce mari est pasteur, certainement. Et l'explication... Bon, il y a des gens, vous savez, il y a des gens... Ou les prophètes. L'explication que moi je vais donner par rapport à ce problème. Son mari est dans une secte ésotérique et il fait passer cela pour une église. Il utilise ce qu'il fait à sa femme. Vous êtes dans l'affirmation. J'aurais bien voulu que vous nuancez. C'est une hypothèse, Voilà. c'est pas une affaire de nuance. Je dis c'est une hypothèse. Soit il est dans une secte pernicieuse dans laquelle il utilise les faiblesses qu'il donne à sa femme pendant son mal de crâne pour s'enrichir. Ou encore pour avoir un certain pouvoir. Il y a les gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça. Et ils vous voilent les yeux en vous faisant croire que c'est lui seul qui a le remède. 10 personnes peuvent soigner une personne et elle ne guérit pas. 10 médecins à l'hôpital diagnostiquent la même maladie sur vous, ils soignent, vous ne guérissez pas. Mais un seul vient déterminer seulement qu'il y a une petite faille dans le diagnostic et il vous soigne et vous guérissez. Donc cette femme doit se faire soigner. Elle doit se faire soigner. Et je dis, la première personne qui lui a dit qu'il peut soigner ses maux de tête, qu'elle commence par la première personne. Alors, lorsque vous dites que si Elle jamais... commence par la première si personne. son mari est soupçonnable dans la question de sa maladie... Quand elle va guérir, elle va s'en... Elle ne lui dise même pas. Je peux lui donner même une astuce. Qu'elle aille, elle se fait soigner. Maintenant, quand elle rentre, elle continue à vivre comme s'il n'y avait rien. Elle fait comme si elle a toujours mal à la tête. Et il va réagir. Parce que c'est déjà... Si c'est vraiment ce que je pense, cet homme-là va réagir, il va commencer à la détester. Elle va devenir le démon devant lui parce qu'elle est partie enlever ce qu'il a mis sur elle. Je vous dis, cet homme-là, il m'a l'air suspect. Il y a des hommes comme ça qui ont installé les maladies sur les gens pour qu'elles vivent au quotidien et ça leur procure un certain pouvoir. Et là, elle souffre et il s'en sort bien. C'est pour ça que je dis qu'elle aille se soigner. Maintenant, elle a les parents, elle a sa maman. Je ne sais pas pourquoi sa maman dit seulement que soigne-toi. Parce que les mères que je connais, avec lesquelles j'ai été entourée, pendant que vous entendez dire que maman, j'ai mal à la tête tout le temps, c'est là où elle part chercher. Elle vous soigne même à distance. Donc votre mari là s'assoit avec vous, il pense que vous en malade, vous êtes guéri. Donc vraiment, il faut qu'elle se soigne. Non, sérieusement. Faire justement confiance à la tradition, même si aujourd'hui l'homme est dans une église et qui dit justement, il peut être un croyant, averti, et qui estime que pour lui, laisser sa femme aller se faire soigner chez, entre guillemets, hein, des marabouts, si vous voulez, des traitants qui n'ont peut-être pas qualité, ce n'est pas honorer justement aux engagements du mariage ou religieux qu'ils ont ensemble. Charles Amen Bachou, comment vous appréciez l'histoire ce matin? Monsieur Michel Ngachou, chez les Bantous, on dit ne t'éloigne jamais de l'eau. Ne t'éloigne jamais de l'eau. Ne t'éloigne jamais de l'eau, l'eau à boire. Oui. Les occidentalisés disent que, la médecine occidentale dit que quand tu as trop les maux de tête, c'est que tu as un problème de déshydratation. Chez le Bantou, lorsque tu te lèves le matin, tu dois boire minimum 2 gobelets d'eau. 2 gobelets, je fais référence aux gobelets Gigos, 2 gobelets d'eau le matin, à midi et le soir. Ne t'éloigne pas de l'eau. Tout ce qui concerne le front, c'est les plantes vertes. Tout ce qui concerne le front, c'est les plantes vertes. Tout ce qui concerne le crâne, l'arrière, c'est les écorces. Tout ce qui concerne le ventre, c'est les plantes vertes et c'est les écorces. Le reste, c'est les ougans et c'est le massage. Ça, c'est ce qu'on enseigne à tout bon Bantou. Dès que j'ai mal à la tête, j'ai des herbes que je cherche, je fais bouillir, je bois. Plantes vertes. Lorsqu'on frappe derrière, et les occidentalisés, les médicalisés vont arriver en disant, devant quand vous avez mal, c'est les migraines. Derrière, constant, les mots constants, c'est le mal de nerfs, c'est l'hypertension. C'est ceci. Vous voyez, je vous oppose désormais la pensée africaine et la pensée occidentale. Deux courants.
Vous comprenez que c'est les Occidentaux qui ont triché véritablement les pensées africaines. Lorsque vous avez le paludisme, les douleurs au niveau du ventre, on mélange les écorces pour vous faire boire. Monsieur Michel Ngatou, une femme, avant d'aller en mariage, raison pour laquelle je dis aujourd'hui que nous avons des jeunes filles qui ne sont pas préparées, la jeune fille, on l'initie à la connaissance des plantes. Quand j'ai mal à la tête, je prends les racines de papaye, je prends les feuilles de manguier, j'associe à l'écorce du prunier, je fais bouillir, je bois. On enseigne ça à la jeune fille. Lorsque j'ai mal au ventre, ou que j'ai des enfants, mes petits frères qui ont mal au ventre, je dois prendre telle plante, je fais bouillir avec telle écorce, je purge l'enfant. On enseigne ça. Je ne connais pas. Même pendant les vacances, toutes les personnes le savent. Aujourd'hui, on est allé, l'occidentalisation est allée jusqu'à prendre, M. Michel Ngatou, le savon rouge qu'on fait masser, on prend avec la poire, on envoie. Les douleurs de ventre impactent directement sur la tête. Je ne sais pas, parce qu'elle ne nous a donné aucune méthodologie qu'elle a d'abord employée elle-même avant de sortir. Donc, M. Michel Ngatou se retrouve donc à dire, puisque j'ai mal, la seule connaissance qu'elle a, c'est l'hôpital. En aucun moment, elle ne s'est plainte chez une de ses tantes. C'est un couple isolé. Elle n'a pas vu une tante, elle n'a pas vu une maman, elle n'a pas vu une soeur, elle n'a vu personne. Une voisine. Une voisine. Donc, elle dit médicaments. Boum. J'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il va me soigner. Non, monsieur Michel Ngatou. On enseignait à la femme la gestion, l'art culinaire. Vous avez des jeunes qui se baladent en ville avec le bitacola, la cola et des tiges. Monsieur Michel Ngatou, vous voyez des gens qui passent et disent donne-moi les tiges de 100 francs. Vous le voyez ronger la tige. Vous vous demandez, mais ça veut dire quoi? C'est la connaissance des plantes, le nettoyage de la ceinture rénale. Une ceinture rénale mal nettoyée ou à boucher, vous aurez des problèmes, vous aurez le surpoids, c'est connu chez les Bantous. La femme, lorsqu'elle se rend compte que son mari prend le poids, si elle est de l'Ouest, elle prépare le cuit. Si elle est du littoral, il y a des repas et des écorces spécifiques qu'on utilise pour la régulation sanguine. Donc, est-ce que cette femme était dans cette optique? Même sur le plan sexuel, lorsque la virilité de l'homme baisse, il y a des plantes. C'est ça. Les femmes qu'on épouse aujourd'hui devraient le connaître. Donc, elle s'est retrouvée dans ce sillage. Je suis désolé. Donc, on a le Viagra aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que le Viagra abîme littéralement, comment on va dire, les organes vitaux de l'homme. Il y a un dysfonctionnement. Oui, le Viagra, il provoque un dysfonctionnement. Donc, M. Dépendance. Michel Ngatou, je dirais à cette femme que on a fait que vous dire, on a fait que vous dire, on a mis ici dans ton corps, on a mis... Mais M. Michel Ngatou, dites-moi, on sort de votre ventre un tesson de bouteille, il sort quand même par l'anus. J'ai dit, il sort quand même par un organe, un orifice. Il va vous déchirer. Qu'on vous dise que voici le tesson de bouteille. On l'a pris comment, M. Michel Ngatou? Bah, écoutez, il y a des traitements. M. Michel Ngatou, à moins que je sais qu'on peut retrouver des bâtons de manioc entiers dans l'estomac de quelqu'un. Ouais. Je connais au moins dans le principe d'initiation de la sorcellerie. Ça, je peux vous dire, je connais ce qu'on peut retrouver dans le ventre de quelqu'un. Mais de là, une tesson de bouteille, vraiment qu'on exagère véritablement pas, M. Michel Ngatou. On peut retrouver des fils noirs attachés. Je vous parle en connaissance. On peut trouver des fils noirs attachés, des boules qu'on peut retrouver dans votre femme. Mais les tessons de bouteille, c'est l'illusion, M. Michel Ngatou. Donc, j'estime que cette femme, elle est allée un peu plus loin. Elle est allée trop loin. Elle gagnerait d'abord à elle-même se retrouver, parce qu'elle est perdue entre plusieurs considérations, qu'elle se retrouve et qu'elle décide ensemble avec son mari de trouver une solution. Bon, Bengan Kandji, justement, sur le prisme d'un traitement, le traitement efficace pour ce type de problème, qu'est-ce qu'il faut dire justement à cette femme? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour se retrouver, de votre point de vue, ce matin? D'abord, je constate que c'est une bonne femme, mais elle est dans un environnement qu'elle n'a pas compris, qu'elle ne comprend pas. C'est hier que je rappelais ici que l'homme est constitué de 3 entités. Il y a le corps physique qui souffre parce qu'elle a mal à la tête. Il y a l'âme qui est le véhicule de l'Esprit de Dieu qui sommeille en vous. Et il y a cet esprit qui se balade. Donc l'âme et l'esprit ne meurent pas. Donc voilà une femme, en fait, qui est une bonne femme,
mais qui n'est pas tombé dans une bonne famille, je vais parler de sa famille biologique, Oui. qui est malheureusement mal Marié dans tombé une mauvaise également dans une mauvaise famille quand il allait en mariage. D'abord, l'homme devait l'accompagner, l'assister. Ça devait commencer d'abord, s'il s'est imposé les mains, commencer à dire, mais chérie, depuis là, tu souffres vraiment, il essaie de faire ses prières là-bas. Il aurait dû imposer la main à sa femme? Mais pourquoi pas, puisque c'est ces deux, les deux, puisque quand vous voyez cette femme respectueuse, dit mon mari ne veut pas, mon mari c'est une bonne femme, il faut l'encadrer. Maintenant, ce que j'accuse, c'est sa famille. D'accord. Sa famille. Votre fille, on dit, une femme ne rentre pas les larmes aux yeux, et c'est sa famille. Vous ne pouvez pas, votre fille vient, les larmes aux yeux, vous dites, allez vous dire, non, ça ne se fait pas. L'autre personne que j'encourage, c'est le premier, comme on a dit, tant qui lui a dit, je ne peux pas vous donner si votre mari n'est pas. En réalité, c'est comme ça. Vous ne prenez pas, nous ne prenons pas en charge les femmes si leurs maris ne sont pas. Oui. Maintenant, lorsque le mari peut être un sorcier et tout, on fait venir quelqu'un du côté de son mari. Est-ce que le chef de famille est là? Parce qu'il y a une famille qui a épousé la femme. Je parle là des procédures. À ce moment-là, il se trouve peut-être que la famille de son mari l'a abandonné. On ne laisse pas la femme mourir. Elle se retourne donc du côté de sa famille biologique où un homme se dit, ma fille, je veux qu'on la soigne. On prend donc dans ce que Charles Lamel a dit, je ne reviens pas dessus, pour résumer, dire que allez sur Google là tout de suite, tapez les origines africaines de la médecine moderne. Donc ne pensez pas que ce qu'on dit là en Bantou, c'est là, dessus. Et là où ça vient. Donc Et il y même, a une méconnaissance justement des plantes. justement, Sur cette femme. absolument, il y a une méconnaissance. Mais Donc, est-ce que connaître les plantes, ça suffit, Mbombo? Si. mais pourquoi pas? Parce qu'il y a les plantes comme elle. Par exemple, si c'est son mari qui lui fait une possession, il y a des plantes, quand vous vous soignez avec ça, votre mari est attaqué. Direct. Vous n'êtes même pas besoin, vous n'avez pas besoin d'aller chez un traitant. On le sait. Il y a des familles, quand l'enfant rêve la nuit, l'enfant crie beaucoup. Voilà. Peut-être il y a les totems qui vont passer, l'enfant voit. Les mamans savent. Il y en a même qui entrent dans le condiment, qu'on vend au marché. On va au marché. Je leur dis souvent, c'est une femme, bon, prends ça et brûle le soir. Tu vas voir. Ou alors prends et jette sur le lit. C'est tout. Bon, si ton mari vient, tu enlèves, va penser que c'est... Non, vous mettez ça dans le condiment, ça existe. Donc, cette femme, son traitement se trouve justement dans la médecine dite douce. Mais comment donc convaincre son mari? C'est sa famille qui doit imposer à son mari que nous, notre fille, on ne va pas la laisser mourir, on la prend, on la soigne. Donc son mari, sa famille d'une part, on l'attend. C'est ça. Non, sa famille, oui, elle doit aller, j'allais dire, pleurer au sein de sa famille, sa parce propre que famille. sa famille qu'il a épousée l'a abandonnée. Oui. Et c'est une femme, elle ne va pas, et parce qu'elle respecte son mari, elle respecte la vie du couple, c'est le genre de femme là que nous souhaitons avoir. En catimini? Elle fera en catimini? Non, catimini, comment? Son mari? Non, sa famille vient imposer à la famille de son mari, d'abord en parlant fort. Nous voulons soigner Pourquoi notre vous fille. laissez tuer notre fille? Voilà. Si un seul cheveu quitte de sa tête, vous allez nous voir. Et à un moment, on ne l'abandonne pas. Est-ce On que- l'amène, on dit, comme vous l'avez abandonné, nous, on va soigner notre fille. Si un de vous, même si c'est son mari qui est dans cette tête-là, il va mourir. C'est tout. C'est comme ça qu'on menace souvent. Merci. Merci, Mourou Bengan Mais Kandji. la médecine se trouve dans ce qu'on mange. C'est autour de nous. Merci beaucoup. tout. Merci infiniment. Merci à vous, madame, messieurs. Vous avez très bien compris. C'est l'histoire du jour. Dans un instant, avec Charles Amel Bachou, nous nous arrêterons sur un autre fait qui intéresse la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact des comités ministériels dans la gestion des affaires publiques de ce pays. C'est quoi les comités ministériels? Pourtant, chaque département
en lui-même est constitué de chaque cellule ayant une fonction précise. Comment comprendre que pour compenser les bas salaires des agents publics, le gouvernement camerounais a subtilement mis en place un grand nombre d'allocations, en l'occurrence les indemnités de cession. Le salaire de base au Cameroun est complété par une pléthore d'avantages complémentaires. Il s'agit d'une part des dotations en carburant et lubrifiants véhicules, des indemnités de mission à l'intérieur et à l'étranger d'autre part, des heures supplémentaires, des gratifications, des indemnités spécifiques, des indemnités forfaitaires des tournées et des risques, des indemnités de permanence, des primes de rendement, des primes pour travaux spéciaux et des primes spécifiques. Pour chaque sujet dans ce pays, on crée un comité ministériel. Pour chaque légère situation, un coup de fil du président de la République qui appelle à une réflexion, on crée des comités de réflexion, des comités ministériels. Savez-vous que plus de 10 milliards de francs CFA, 10 milliards de francs CFA sont gaspillés chaque année dans l'organisation de ces comités ministériels. L'argent est versé aux ministres, secrétaires généraux, directeurs, simplement parce qu'ils siègent au sein de ces instances qui, pour certains, ne fonctionnent même pas. Comment comprendre que dans ces réformes visant les comités et les groupes de travail ministériels et interministériels ad hoc, le gouvernement a maintenu subtilement les indemnités de cession versées aux fonctionnaires lors de ces travaux. Indemnité qui ne se justifie pas car elle est versée aux ministres, secrétaires généraux, directeurs et à une poignée d'autres agents publics en contrepartie d'un travail pour lequel ils sont déjà payés à la fin du mois. Pour la descente spéciale des ministres à l'extrême nord, chaque département a organisé un comité ou créé un comité ministériel pour travailler sur les sujets. Au Mindu, on a fait des comités de réflexion. Au Mintepe, on a fait des comités ministériels. Au Minsanté, on a commencé à réfléchir parce que le ministre, en se déplaçant, devrait se déplacer avec X ou Y. À quoi sert donc d'être chef de département si on n'a pas la latitude de pouvoir conceptualiser et faire implémenter? À quoi servent ces inspecteurs numéro 1, numéro 2, numéro 3 qu'on retrouve dans ces ministères s'ils n'ont pas la latitude de pouvoir bien conseiller et apporter leur appui? Comment comprendre qu'alors que les institutions de Bretton Woods recommandaient la réduction du train de vie de l'État et malgré le discours du chef de l'État, un arrêté fixant le montant de ces paiements journaliers a été signé encore par le Premier ministre? Savez-vous que les comités ou les groupes de travail ad hoc sont des réunions de personnes chargées d'examiner certaines affaires, de donner un avis, de préparer une délibération, d'orienter une décision? Pourquoi payer des primes à tout le monde alors que l'on ne devait en principe bénéficier que les experts et les non-fonctionnaires conviés à ce genre de réunion? Juste pour orienter une décision, pour préparer une délibération, pour donner un avis, 15 personnes sont appelées à s'asseoir dans un ministère, comité ministériel. Bravo. Savez-vous que ces avantages ne figurent pas dans le bulletin de paye, encourageant de fait des pratiques de recherche de rente, mieux de corruption? On comprend dès lors le pourquoi de la création pour une même affaire de plusieurs comités ministériels, puisque lorsqu'un comité ou un groupe de travail est créé, la pratique courante consiste à multiplier à l'infini le nombre de réunions. Les indemnités étant versées par session, l'objectif du stratagème est de se mettre plein les poches. Comment comprendre que pour une affaire que l'on peut régler en un jour, les membres d'un comité ministériel évalué à 15 peuvent se réunir en moyenne 10 fois du genre, juste pour une petite décision qu'on peut régler en un jour, ils font 10 réunions. Les 10 réunions s'échelonnent comme suit. Réunion de compréhension du mandat. Réunion de répartition des responsabilités. Réunion en sous-groupe. Réunion d'évaluation.
réunion de relecture, réunion de validation. Ensemble de pratiques administratives qui contribuent à des retards dans le processus administratif et les prises de décision. Savez-vous que la pratique des indemnités journalières a donné lieu à une prolifération de comités et de réunions et a causé une congestion et un double emploi des institutions publiques dont les mandats se chevauchent? Pour la gestion de la catastrophe de Ngouaché, on a eu avant et après la descente près de 20 réunions du comité ad hoc. 20. Qu'ont-ils réglé à la fin, sinon que de réduire considérablement le budget alloué par le chef de l'État pour aider les sinistrés? Pour la gestion des inondations, on a eu plus de 15 réunions, comités ministériels pour chaque cas. L'extrême nord, le littoral et j'en passe. Bravo. Comment comprendre que plus de 80% du budget de chaque ministère sont consacrés au paiement des primes et le reste à la location des salles, à l'achat des fournitures de bureaux et autres logistiques diverses? Savez-vous qu'en 2015, les services du Premier ministre, le ministère des Finances et celui de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire comptaient plus de 20 comités et groupes de travail, simplement? Les autres ministères en comptaient en moyenne 7. Sur cette base et selon les calculs, ce sont plus de 10 milliards de francs CFA qui sont dépensés chaque année pour faire fonctionner ces instances. Savez-vous que près de 71 millions de francs CFA ont été décaissés seulement pour 2007 dans un seul ministère? L'ampleur des détournements peut aisément être imaginée en étendant l'enquête sur une période de 10 ans. Pour 2018 à 2019, on a atteint le chiffre record de 13 milliards de francs CFA rien que pour les comités ministériels. Comment comprendre ces différentes distractions de fonds? Savez-vous que ces distractions se font avec la bénédiction des ministres, chefs de département ministériel? D'ailleurs, ils en sont les plus grands bénéficiaires. Savez-vous qu'une revue de textes de création montre que les présidents et les vice-présidents des comités de groupe de travail sont généralement les ministres et les secrétaires généraux qui bénéficient comme superviseurs de 10% du budget alloué au comité ministériel? Bravo. Comment détourner? Venez au Cameroun. Vous verrez. Charles Amel Bathiou, merci beaucoup pour la colère de ce matin. Il est vrai que pendant votre discours, pendant que vous restituiez cette chronique, on en riait un peu pour se demander finalement dans quel pays sommes-nous. Mais qu'est-ce qu'il faut donc pour changer? Qu'est-ce qu'il faut donc pour que les choses puissent se transformer? Qu'est-ce qu'il faut pour une réelle refonte des mentalités? Pourquoi distraire? Pourquoi voler? Pourquoi estorquer? Est-ce qu'on est nommé ministre en réalité pour ces faits avérés de vol? En tout cas, nous tenterons de mieux comprendre ça justement ce matin. Peut-être en posant la question à Karine Sontia. Est-ce que justement ces différents comités justement ministériels, d'ailleurs leur impact, puisque c'est ce qui nous interpelle, en termes d'impact, on parle aujourd'hui de lenteur administrative dans l'exécution des projets au niveau du Cameroun. N'est-ce pas justement l'élément même qui fait problème dans cette lenteur administrative aujourd'hui? Justement, oui. Les multiples réunions que M. Bathiou a citées dans la dernière était la réunion de validation. Là où on arrête toutes les décisions qui ont été prises depuis le début des réunions. Et c'est la 10e réunion. Maintenant, ce qui m'intéresse encore plus, c'est que c'est un processus bien légal qui est intégré dans les actes de la nation, dans les arrêtés et autres. Il y a l'arrêté numéro 025 du 5 février 2019 qui fixe les montants des indemnités de cession versées lors des travaux des comités et groupes de travail interministériels et même ministériels, qui dispose en article 2 que la participation donne éventuellement droit à 200 000 francs pour le président du groupe ou du comité interministériel, 175 000 francs pour le vice-président du comité interministériel, 150 000 francs pour les membres statutaires, 150 000 francs pour les experts qui sont invités, et puis les coordonnateurs du secrétaire technique, 150 000 francs, membres du secrétariat technique, 100 000 francs, et le personnel d'appui, 50 000 francs. Ça, c'est lorsqu'il s'agit du comité général, c'est-à-dire que président, peut-être le Premier ministre met sur pied un comité interministériel, il fait appel aux autres ministères et autres. Maintenant, si dans cette réunion-là, on veut créer encore des sous-comités... Ce qu'on fait est fort quand même, Karine. Vous nous donnez des chiffres ce matin.
ça risque de... Mais c'est dans les textes. C'est les chiffres qui sont dans les textes. C'est un arrêté ministériel signé par le Premier ministre en 2019, dont je n'invente rien. Il y a les indemnités. Maintenant, lorsque dans ce comité qui est global, il y a des sous-commissions, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, il y a des sous-commissions. Chaque président de commission a droit à 75 000 francs à chaque réunion de sous-commission. Les membres ont droit à 50 000 francs. Les invités ont droit à 50 000 francs. Les rapporteurs ont droit à 40 000 francs. Et le personnel d'appui, 25 000 francs à chaque réunion de sous-commission. Vous voyez que c'est une manière légale de détourner de l'argent et de s'enrichir sur le dos des Camerounais. Ah ben dis donc. Maintenant, lorsque vous voyez que les hauts responsables, selon ce décret-là, M. Bachou a soulevé notamment les avantages, notamment qui reviennent au président de ces commissions-là, c'est 10% sur le budget. Maintenant, ils retirent d'abord leurs 10%. Avant, maintenant, qu'on vous donne, on partage les 250 000. C'est ça, non, M. Bachou, si je ne me trompe pas. Donc, ils retirent d'abord les 10% pour les présidents, avant qu'on partage maintenant le reste d'argent pour tout le monde, équitablement, comme c'est mentionné dans ce document-là. Et c'est délicat parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi les comités ad hoc. Je pense qu'il y a les comités qui ont souvent été organisés pour la gestion des réfugiés au Cameroun, avec à la tête le ministère de l'administration territoriale. Imaginez-vous qu'on veut parler des réfugiés, un domaine qui demande beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement. On vous dit qu'on va mettre le budget de la réunion déjà peut être sensiblement égal au budget de la prise en charge des réfugiés. Ça fait que sur le terrain, il y aura des actions qui seront démesurément insuffisantes. On a envie de se demander, est-ce que le Consupé connaît, est-ce que le Consupé sait justement qu'il y a un texte comme ça? Mais c'est parce qu'avant, on appelait ça les perdièmes, vous voyez, donc c'était pas trop légal. On appelait ça les perdièmes lorsque les gens partaient aux réunions les et tout. Émoluments. Maintenant, il a fallu que... Les gens appelaient ça dans les commentaires les perdièmes. Oui. Il fallait que ce soit à un terme vraiment soutenu qui permette à ce que le législateur comprenne que, en fait, c'est inscrit dans la loi. C'est pour ça qu'on a appelé ça les indemnités, non, les droits de cession. Vous voyez donc, c'est les droits de cession aujourd'hui, c'est pas les perdièmes et émoluments et autres. Donc c'est vraiment légal, c'est la loi qui le prévoit et vous comprenez que si dans chaque département ministériel par exemple, il y a une situation qui doit être gérée par un département ministériel en présidence, c'est que le président de ce comité ad hoc là est le ministre de ce département ministériel. Dites-vous bien que son secrétaire et autres, ils auront cet argent là. Maintenant, si dans ce département ministériel, on crée des sous-commissions pour gérer les affaires peut-être les effets sociaux, pour gérer par exemple les affaires économiques et autres. Chaque président de ces sous-commissions-là auront encore de l'argent. Ça veut dire que comme il y a de l'argent, mangeons ensemble et partageons. Est-ce que c'est la preuve aujourd'hui de Dominique Audrey? C'est la chose qui ferait que tout jeune Camerounais veut forcément être fonctionnaire, entrer dans la mangeoire, être fonctionnaire. Comment vous appréciez justement la colère de ce matin, Dominique Audrey? À la suite de Karine, je dirais que si au sortir de ces comités où ils vont simplement prendre l'argent des arachides, il y avait effectivement un travail qui était fait, ça pouvait passer. Mais sauf que ils vont dans ces réunions, on leur donne d'abord l'argent pour le déplacement et maintenant sur le terrain, on ne les voit pas. Repartons angoissés. On a eu une pléthore de ministres qui se sont déplacés justement à l'issue de ces comités où ils sont censés réfléchir et trouver des solutions pour des problèmes urgents. Quelles sont les solutions qui ont été apportées, qui ont été implémentées à l'issue de ces réunions, de ces comités ou bien... Sur le cas Ngouaché, précisément. Par exemple, commençons par là. Oui. Est-ce que le site est prêt? On les a recasés déjà? Peut-être je suis passée à côté. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit dans ces réunions? On n'en sait rien. Ils se sont seulement dit vraiment, les gens là, tous les jours, on leur dit de ne pas habiter là-bas, ils vont construire là-bas maintenant. En tout cas, on va aller là-bas, on va figurer et tout. Ce qu'ils ont fait, ils sont allés toucher du doigt les réalités. Ils ont porté le message du chef de l'État qui dit je vous apporte mon réconfort et jamais il ne parle en leur nom propre. Il a dit qu'il est là pour vous, une solution va être trouvée et les condoléances et basta. Le lendemain, certainement, on a encore organisé une autre réunion où on a encore pris de l'argent pour dire que maintenant il va falloir qu'on aille évaluer l'endroit où on va recaser ces gens. Mais malheureusement aujourd'hui sur le terrain, l'objectif, la valeur ajoutée de ces réunions ne se voit pas. Allons plus récemment ici au nord où il y a eu des inondations. On a encore eu quasiment 7 ministres qui se sont déplacés. Quelle
a été l'implémentation? Qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain à l'issue des résolutions suite à la réunion d'urgence liées à ces inondations-là? Rien du tout. Pourtant, ces réunions en elles-mêmes, on le voit à l'étranger. Il y a des comités ministériels et interministériels et ça marche. En France, il y en a, ça marche. Et on voit également le ministre sur le terrain en train de mener des activités liées justement à ces comités-là. Mais malheureusement ici, lorsqu'on a écouté Karine et tous les montants qui sont défalqués pour cette raison, on comprend qu'il n'y a rien. Mais surtout 13 milliards en 2019, seulement pour ces... beaucoup de catastrophes. 13 milliards, il arrive au nord, c'est 1000 millions fois 13 quand même. Oui, il dit là-bas aux populations de là-bas qu'on va trouver une solution après les pluies. On vous donne une natte de couchage, on vous donne un seau et c'est terminé. Donc à l'issue de la réunion qui a coûté près de beaucoup de millions, 200 000, 300 000 machins, on a résolu que bon, on va là-bas, on leur donne une natte, un seau, un savon macabo et une bouteille d'huile, ça ira. On organise une autre réunion où on va envisager de leur donner peut-être un sac, comme c'est la rentrée. Donc ne soyez pas autant de surpris. réunions, autant de distraction des fonds, Oui. autant de corruption, si on va le dire, autant de vols. Et là, justement, entretenu par qui finalement, Bonbon Bengan? Mais par l'entrepreneur en chef. Lui-même, par l'entrepreneur en chef. Figurez-vous, le Cameroun sait copier ce qui est mauvais. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'à 2 ans exécutifs, 1998-1999, nous avons gagné la Coupe du Monde de la corruption. Donc un record que je ne suis pas sûr que le Brésil a gagné 2 Coupes du Monde successives comme ça ou l'Allemagne. Donc nous on a remporté, on peut même nous inscrire dans le livre record Guinness. Et voilà, de tout cela, non. C'est que nous avons su copier la mafia mondiale. Vous savez, les termes comme lobby, on a transformé. Lobby? Oui, lobby. Oui. C'était un terme péjoratif qu'on repoussait. Mais la mafia mondiale l'a transformé et c'est devenu dans le jargon public. On vous dit que le gouvernement camerounais vient de dépenser 700 millions de francs CFA pour recruter des lobbyistes américains. Par exemple, c'est 2 sénateurs américains et je ne sais pas qui, des lobbyistes. On entre là. Après, vous entendez le mot de coach. Apparemment, le Cameroun a même un coach national. Donc, voilà, ces termes-là, c'est pour la mafia, c'est pour grappiller de l'argent parce que, précisément, à un moment donné, lorsqu'on écrivait les projets pour les bailleurs de fonds, on mettait per diem. Bon, les bailleurs de fonds ne connaissent pas le mot per diem. Il fallait donc être ingénieux. Comme l'a dit Karine tout à l'heure, comment faire fonctionner l'argent, comment piocher dans les caisses de l'État de manière, elle a dit légale. On crée donc des décrets par-ci, un arrêté interministériel, un arrêté de ça pour vous donner donc le cadre réglementaire de vol. C'est ça en réalité, c'est le cadre réglementaire de pillage des fonds de l'État. Donc, on créer une commission. Et pour prendre l'exemple, pour qu'on se comprenne bien, lorsqu'on a accusé le ministère de la Santé publique dernièrement avec le député SDF, il a dit un mot que beaucoup de gens ont laissé passer. Est-ce qu'on veut, voilà, non. Il a dit, je ne suis pas dans la gestion opérationnelle, je suis dans la gestion stratégique. Effectivement, et vous avez vu le comportement. 2 mois après, c'est le Premier ministre qui organise je parle là de la gestion au Covid. Premier ministre a dit une organisation. Donc, au point où vous ne savez pas si c'est le ministre de la Santé publique, si c'est le ministre de l'administration territoriale, ou alors les deux, ou si c'est le Premier ministre qui en est de peur. On parle de problème de protection civile. À un moment donné, Tangandi vient distribuer un certain nombre de choses. Vous vous dites, un moment, Malachi revient, il commence à faire les comptes. Il vous voit même le compte de ce que le riz d'Orca et un certain nombre de types. Mais vous dites, mais attendez, ça c'est la santé encore là. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un comité en haut qui profite donc pour bénéficier des fonds au Covid qu'on reverse. C'est pour ça que vous n'aurez jamais la répartition normale de ces comptes. On vous dira, non, les gouverneurs ont pris, ils ont même signé. Donc, un vrai plan Vigipirate. Donc, oui. Bon,
Quelle est donc, il y a eu un hôpital de campagne construit au stade Bapelépé, un autre au stade militaire. Quel argent avez-vous débloqué pour quel matériel, pour quel plateau technique? On ne vous dira rien. Mais on vous fera savoir que l'hôpital central de Yaoundé AA, l'hôpital La Quintini AA. Tous ces comités, finalement, donc, pourquoi donc les organiser? Ce ne manger. peut pas donner mais des pour solutions. mieux pour manger en paix et de manière Alors, encadrée. On a par justement la ces comités, Comité ces comités interministériels organisés et à travers justement un arrêté du Premier ministre chef du gouvernement qui légalise cela avec ces émoluments et perdièmes, si vous voulez, si le mot n'est pas très fort. Est-ce que les députés ne peuvent pas se prononcer là-dessus? Eux-mêmes, ils ont même pas. Eux-mêmes, ils ont même pas. Voilà, Oui. vous avez Ils sont parfois interpellé dans le la contrôle. commission. Vous allez interpeller le contrôle supérieur de l'État tout à l'heure. Mais non, le contrôle supérieur de l'État vient seulement pour leur dire que, gars, comme vous mangez là, respectez les textes de la République pour manger, ne sortez pas du cadre. Nous-mêmes, on sera coincés. Parce que même le peu que vous nous donnez là pour tordre les rapports, on ne pourra pas. Donc, respectez. Autant multiplier des réunions, et parce que vous avez un cadre qui vous permet de piocher. Les députés, pourquoi on ne contrôle pas les, comment vous appelez ça, les micro-projets? Parce que les micro-projets entrent donc dans le cadre où on donne aux députés, dis donc, mangez pour vous, on ne viendra pas contrôler. Bon, Bengan. Merci à vous, mesdames, messieurs, de rester présents sur nos antennes. Vous le savez, c'est 10-12 le Zénith et ses sujets et les réalités et le Cameroun. Nous ne parlons pas seulement pour le Cameroun, mais nous
Vous prenez attache avec Equinox Télévision à travers votre petit écran ou encore pour ceux qui nous regardent ce matin sur les smartphones. Bienvenue encore à vous. Merci à la grande équipe, la grande famille, Charles Mbachou, Karine Santia, Bonbon Bengan Kanje, Dominique Audrey Oyengelek jusqu'à midi. Bien sûr, nous serons avec vous à travers les réalités camerounaises. Karine Santia, les messages. En tout cas, moi, je me prépare sérieusement. Quand ce régime va tomber, l'État aura besoin de patrimoine immobilier à saisir, à revendre. Il y aura demande de compte tôt ou tard. La honte du gouvernement de merde. Le problème de la mangeoire, c'est qu'on n'est jamais rassasié au point d'ignorer qu'on peut tuer la poule aux œufs d'or. Allons... le riz Orca, dossier classé, on n'en parle plus. Mon pays, honte, ce régime pillard. Pardon, qui va m'inviter à chaque réunion du comité comme ça j'ai mes 50 colos au calme. Pour distraire le peuple, ils ont créé le tribalisme pour que les différentes tribus ne se concertent jamais pour réclamer quoi que ce soit. Les gens sont plus occupés à se combattre entre eux. Vraiment triste le Cameroun. Ouais. Le Cameroun, je rappelle, en 2008-2009, on est parti pour le dépôt de la première pierre de Longpanga. J'étais dans le service traiteur. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais reçu l'argent de service rendu. En 2013, je me trompe pas, je suis encore allé pour y poser la première pierre de Longpanga. J'ai dit, oui, mon pays est sucré, après avoir souffert sur la route du champ pour arriver là-bas. Les députés eux-mêmes mangent. SBKR. Maintenant, ils pensent déjà à la réunion du 22, après, ils pensent déjà la pré-réunion du 22 septembre avec des colloques et commissions d'évaluation. Il faut évaluer justement les marches. Ça commence d'abord avec les renseignements, les services des forces de maintien de l'ordre. Enlèvement de Boubio Nissak, professeur Fogué. Donc, d'abord, même au niveau des forces de maintien de l'ordre, comment trouver quelque chose qui correspond avec l'insurrection, qui correspond avec la volonté de prise de pouvoir, on va vous dire, hostilité contre la nation. Donc même les policiers, les gendarmes vont commencer, ils tiennent les mêmes réunions que les civils. Hein. Donc ne pensez pas que ce qu'on a dit là concerne seulement les ministères seulement. En plus qu'il y a le ministère de la Défense, il y a la délégation générale de la Sécurité nationale. Donc c'est les mêmes. C'est le CANIVA qui encadre tout le siphonnement des caisses de l'État. Donc ça va se conduire comme ça. Bon. L'incarcération de Bunissa, on a prolongé garde à vue 2 fois, renouvelé 2 fois parce que voilà, les commissaires de tir, c'était la division de la police judiciaire qui s'est réunie 3 fois, qui a dit après on a transféré au CED parce que pour besoin d'enquête, pour complément d'information, on crée une situation absolument, pour multiplier les réunions voilà, et voler de l'argent. Absolument. Karine Santia. Dans mon pays, on vend un camion de sable à 700 000 francs. Vous vous attendez à quoi? Tous ces arrêtés ministériels réglementent juste le détournement des deniers publics entre copains. Mais Charles Hamel... Cadre réglementaire de vol, CRV. Alors, permettez, d'ailleurs, l'internaute dit bien que tous ces comités ministériels ont été mis en place, ces arrêtés ont été mis en place pour réglementer le vol. Charles Hamel, lorsqu'on vole, lorsqu'on réglemente le vol, qui est censé sanctionner de votre point de vue? Je vous pose la question de savoir mais où sont les députés qui sont dans l'observation justement de la gouvernance? Non, de contrôle de l'action gouvernementale. De contrôle de l'action du gouvernement. Oui. Je vous assure que, passez même dans les circonscriptions, vous allez voir que les députés la regardent ailleurs. Ils sont loin des réalités que vous êtes en train de développer. J'ai ma part, ça suffit. Il y a même beaucoup de députés en ce moment qui n'ont pas encore fini de rembourser les prêts de tontine. Donc ce qu'on leur a donné pour la campagne. Donc, rappelez-vous de ce qu'un député nous a dit dernièrement. Je ne m'intéresse pas le sous-préfet qui a tué sa copine. D'abord, c'était sa copine. Voilà. Et si par extraordinaire, vous ne connaissez pas ce pays ici. Hein. Le sous-préfet,
Demain, il peut rebondir à Douala Voilà. et mes affaires sont bloquées. Donc, Beta, je ne m'intéresse pas. Encore si c'était sa copine, vous parlez même de ça pourquoi? Voilà ce qu'un C'est un élu. élu. Il nous a dit avec moi, bon, nous avons éclaté de rire en disant, mais bon Dieu, voilà jusqu'où ce pays nous Non, on va pas. Monsieur Michel Ngachou, 2 textes nouveaux signés par le Premier ministre encadrent ce que j'appelle le vol. Vous avez le décret du 30 novembre 2018 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des comités et groupes de travail interministériels et ministériels. Vous avez l'arrêté du 5 février 2019 fixant les montants des indemnités, alors qu'on pensait que tout devait être modifié, qu'on devait réduire. Le nouveau cadre juridique relatif au fonctionnement des comités présente ou a présenté ou continue de présenter des zones d'incertitude ne garantissant, M. Michel, aucune qualité de la réforme envisagée. En ce qui concerne les indemnités, on a constaté une chose, que les montants sont restés inchangés. Premièrement. Pour certains. Oui. Alors que les institutions de Bretton Woods demandaient de réduire, ils ont sorti une embellie, les montants sont restés inchangés. Soit pour d'autres, pour les présidents, pour les groupes, ont été légèrement augmentés pour les membres du comité et les groupes de travaux interministériels. On a augmenté. Ils ont encouragé, M. Michel Ngachou, la multiplication des réunions engendrant des retards dans le processus administratif de prise de décision. Donc vous allez vous rendre compte, M. Michel Ngachou, que plus grave, il y a une nouvelle poche de dépenses qui a été créée. Le principe, ça c'est le Premier ministre, qui a établi que le Premier ministre ou son représentant et les ministres vont désormais recevoir 10% de tous les budgets des comités et des groupes de travaux interministériels. Ça y est. 10%. Ça suppose que le ministre est déjà président d'un comité, mais en tant que superviseur général, chef de département, il a 10% qui lui reviennent. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau des groupes de travaux, on n'a pas fixé le nombre de personnes. Donc vous pouvez aller de 10 à 15 membres pour un groupe, M. Michel Ngachou. Alors, vous vous rendez compte que si on dit que le superviseur d'office a 10% du budget du comité, le président a avant 200 000, après 200 000, le vice-président a avant 175 000, après 175 000. Vous pouvez imaginer que beaucoup de personnes dans ces bureaux n'attendent pas leur salaire à la fin du mois. Ils n'ont pas besoin de leur salaire à la fin du mois parce que chaque mois, on s'arrange et chaque jour, on s'arrange à utiliser. Il y a des femmes dans les ministères, je ne sais pas comment, quelle est l'acquaintance qu'elles ont avec les superviseurs et présidents des comités ministériels pour être responsables du secteur achat. Parce que chaque réunion est sanctionnée par un petit buffet. Il faut manger. Des biscuits chinois, des biscuits turcs, des biscuits thaïlandais. Il faut des bouteilles d'eau. C'est un budget, M. Michel Ngachou. Parce qu'on s'assied pour réfléchir. Il faut que la tête travaille. Ça, c'est le comité général. En dessous, il y a les sous-comités qui ont eux leur jour de travail. Ça veut dire que vous avez 10 sous-comités. Ils doivent travailler. Chacun fait le rapport final. On vient en séance de relecture où on dit le groupe de M. Ngachou. Nous avons vu, compte tenu de l'incident de Ngouaché, le sous-sol n'est pas ceci. On donne à le groupe de Dominique Oyangalek, elle se lève et dit, la faune même dans la zone là, en termes d'équilibre et tout, la faune ne prétextait pas. L'équipe de Bonbon, la qualité de l'hydrographie qui coulait en Ngouaché et tout et consort, le groupe de Karine. Karine se lève et dit, même les animaux, l'habitat de gorilles est menacé à cette zone. Il faut... C'est ça la mère, je ne te coupe pas. Ils ont ajouté une autre commission pour perpétuer ce vol. C'est la commission de suivi et évaluation. Donc, après avoir fait ça, il y a une commission de suivi et évaluation. Donc, on peut suivre un Ngouaché et l'évaluer jusqu'en 2040. Jusqu'en 2040. Donc, voilà, c'est comme ça. Vous vous rendez compte qu'en 2017, on a plus de 13 milliards de francs CFA. Ces 13 milliards ne nous aidaient pas à faire quoi, M. Michel? Ça n'a aucun impact. J'ai envie de regarder la caméra ce matin et dire justement aux Camerounais qui nous regardent. Je ne sais pas, je ne suis pas le chef de l'État, mais Camerounais, Camerounaises, qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun? Mais c'est quand même fort ce qui se passe. Non, cette question avait été posée le 18 mai 1984, parce que le chef de l'État, après le coup d'État, demandait aux Camerounais de ne pas venir défiler. Avec raison d'ailleurs. Il a terminé son allocution par ces 3 questions. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être?
Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Ah, ben dis donc. Vous avez le Donc, dernier je pense comité, que- hein, voilà. le comité ministériel de restitution. Ah, et maintenant aussi un autre comité Oui, de le ministériel de restitution. Oui, document final pour transmission. Donc, de restitution pour transmission. Parce que lorsque vous finissez, il faut finir. Oui, il faut Merci. Merci à vous, cher Abel. comités, Allez, les comités. dire finalement, madame, messieurs, que c'est une réalité camerounaise aujourd'hui. Et l'objectif au quotidien sur ce plateau, c'est d'éveiller les consciences. Dis aux Camerounais, vous aussi, vous devriez penser en tant que Camerounais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il faut changer les données? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il faut repenser le Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il faut reconstruire ce pays qui nous est cher? Certainement, il y en a beaucoup ce matin qui nous regardent dans les ministères, qui seraient un peu choqués de nous se rendre compte que l'on en passe sur le plateau. C'est bien dommage, c'est le Cameroun, c'est le nôtre, et notre décision, c'est justement de vous dire qu'on va le construire ensemble. Je ne suis pas d'accord, monsieur Michel Gadjou. Comment? Il y a plus de frustrés Dans les dans ministères qui nous regardent en ce qui moment? nous- Parce qu'ils Est-ce que n'entrent vous pas dans les savez que- commissions. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans les ministères qui touchent 40 000 francs de salaire? Bien sûr. 40 000 francs de salaire. Oui, Bien sûr. dans les ministères, ils sont nombreux qui touchent 35, 36 000, 37 000 francs de salaire. Je dis dans les ministères, Vous vous faites- faites le ministère de la Justice. Vous faites 30 ans de carrière, on ne vous met pas dans le réseau. Non, il faut Vous le faites dire. comment? Ça occasion de frustrer parce que c'est les mêmes groupes qui sont dans ces comités ministériels. On ne peut pas Merci. dire que tous mangent dans les ministères. Beaucoup souffrent. On reste justement sur le sujet avec vous. Mais avant, on va revenir sur ce qui a fait la une sur la toile depuis 24 heures. La revue des réseaux sociaux, Karine Santia. Qu'est-ce qui vous a intéressé et qu'est-ce qui nous intéresse ce matin? Oui, cette explosion d'une bombe artisanale au marché de Likomba à Tiko, dans le sud-ouest. Les commerçants ont dû fuir ce marché notamment pour avoir la vie sauve. Mais dans la vidéo, on voit bien un jeune homme qui est sorti de là notamment. Maintenant, on nous dit qu'il n'y a pas eu de mort suite à cette explosion. Et puis selon nos sources, les associationnistes ou encore les bandes armées ont planté l'engin explosif pour effrayer les gens et les contraindre à respecter les villes mortes qui sont décrétées dans cette ville-là tous les lundis. Et malheureusement, heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine selon les informations qui nous parviennent maintenant. Les commentaires sur la toile, il y en a qui demandent que ces dommages-là qui soient réparés. Il y en a qui disent que qu'est-ce que les gens font encore là-bas si cette zone est dans cette situation. Il y en a qui disent que voilà là où il faut sortir l'artillerie au lieu de sortir l'artillerie dans les zones où on manifeste avec l'arbre de paix et ainsi de suite. Comment vous avez apprécié ces images de Dominique Audrey? Ça fait le tour de la toile depuis hier. Et vous d'ailleurs, vous entrez avec en début d'émission. Oui, la seule bonne chose là-dedans, c'est qu'on n'ait perdu personne. Mais maintenant, au lieu de dire c'est le pays, on va faire comment, c'est que font nos gouvernants. Voilà, moi je suis d'accord avec l'internaute qui estime que c'est non, on ne devrait même pas sortir l'artillerie lourde là-bas. Parce que les armes ont démontré que ça ne marche pas. Qu'on sorte les armes, les chars, les mitraillettes, machin, choses là, rien n'y fait. Le combat continue et persiste. Et c'était ça l'une des raisons des marches. On ne voudrait plus que les Camerounais meurent là-bas. Il est question que les enfants retournent à l'école. L'école, c'est dans quelques jours. Comment on va faire? Ça va faire quoi, 5 ans? Qu'il n'y a pas d'enfants scolarisés là-bas? Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer dans cette situation? Et ceux qui estiment que qu'est-ce qu'ils font là-bas, qui viennent ici, ce qui va se passer, c'est qu'en venant ici, il y a des risques que les groupes armés se déportent également ici. C'est ça le risque. Donc il n'est plus question, il n'y a pas 36 solutions. Qu'on mette un terme définitivement à ça. Et bon, je le dis ici tous les jours. Il suffit simplement que M. Paul Biya prenne les choses en main et décide que bon, ça va, c'est bon. On recommence tout pour que ça aille. Puisqu'il connaît bien le sujet, il connaît bien le dossier. Qu'il maîtrise le sujet. Oui. Puisqu'il maîtrise le sujet, il suffit ça, même s'il ne maîtrisait pas le sujet. Moi, je regarde le Cameroun comme une maison où on a des enfants et on a un père. Et c'est le père qui doit pouvoir être à même de gérer les choses. Si on regarde ça sous le prisme des Bantous, le père a le contrôle et le dessus sur tout le monde. Alors, maintenant, quand le père lui-même le fait pour fils de présence, qu'est-ce qu'on dit? il doit le faire. Bah, il n'est pas encore mort. Il y a des doit le frères faire. aînés qui prennent les choses en main, mais semblent justement les torpiller. Bon, voilà, donc on a donc 2 frères qui sont en train de se tuer. La mère ne parle pas, l'argent ça ne parle pas, donc c'est de côté, on l'oublie. Mais maintenant, le père, il est encore là, il est encore vivant. Quand on est vivant, on doit pouvoir dire à ses enfants, stop,
Les enfants ne doivent plus mourir. Moi, je suis fatiguée de voir tous les jours, chaque matin, les corps de femmes, les corps de... Combien de jeunes militaires est-ce qu'on a perdu? Des enfants de 20 ans qui, à peine sortis de la formation, se retrouvent morts là-bas. On ne devrait plus. Vraiment, c'est trop. Charles, même battu ces images également, vous les avez regardées comme bon nombre de Camerounais, une explosion comme celle qu'on a connue à Tico. Est-ce qu'on ne devait pas avoir peur que les projets de kamikazes et d'explosion n'en plus finir vraiment ne déclenchent dans cette partie du Cameroun qui nous intéresse tous? Monsieur Michel Ngatou, c'est l'occasion pour le ministre Paul Atanga dit de sortir ses muscles. On en a besoin, c'est l'occasion maintenant qu'il sorte ses muscles, ou comme il avait dit monsieur Michel Ngatou, qu'il sorte les abeilles. Parce que lorsque vous regardez la vidéo est filmée par celui qui a posé la bombe. Justement, parce que la question, je voulais la poser, mais je dis, la vidéo est posée par celui, la vidéo est filmée par celui qui a posé la bombe. Repassez l'image, demandons à la régie de repasser l'image. Comment est-ce qu'il a su que ça devait exploser de ce côté? Comment est-ce qu'il a su? Il balade, la personne balade et vient s'arrêter net à l'endroit. Voilà. Regardez, il balade la vidéo et va s'arrêter et ça fait boum. Peut-être il a même... Donc, M. Michel Ngatou, était-ce relié à son ordinateur? Était-ce une phase d'expérimentation? Était-ce une phase d'expérimentation à base de téléphone portable désormais? Parce qu'on voit souvent ça dans les films où quelqu'un relie le minuteur à son téléphone portable. Était-ce cela? C'est la question. C'est maintenant qu'on veut voir le ministre Paul attendant d'y sortir et s'exprimer. Nous dit qu'il met l'antique. Il y a l'antique, il y a les services de l'antique. Que ces gars se mettent, qu'on remonte à tous les... Là où c'est parti, la première personne qui a diffusé la vidéo, qu'on saisisse ce téléphone, qu'on interdise l'utilisation des téléphones dans cette zone et qu'on marche avec les papiers comme c'est une bonne idée, interdire les téléphones dans l'utilisation des téléphones dans cette zone. On retire les radios dans les maisons des gens avec les télévisions. Bon, Bengan, la situation est assez critique quand même, non? Vous ne pensez pas? J'avais pensé à un moment ne plus parler de questions anglophones. Mais comme disait Dominique Audrey tout à l'heure, à chaque fois quand on voit les êtres humains mourir et d'autres s'engager dans des actions, j'allais dire de terreur, de guérilla urbaine, il faudrait qu'on dise quelque chose toujours. On ne peut pas rester muet. Mais c'est triste. La solution est simple. Le président de la République la connaît. À ce genre de situation, on engage les services de renseignement avec mandat que les pourparlers engagés avec eux seront pris en compte par le président de la République. C'est-à-dire le directeur de la DGRE, il connaît les grands groupes, mais Sissoko Ayuktabe, ils l'ont à Yaoundé, les Chou à Yaba et autres qui sont dans des pays étrangers, la DGRE les rencontre avec les échanges et au bout, on fait donc un comité pour tenir en compte les revendications et on tient compte et on les tient, c'est tout. Donc on doit causer. On doit causer, ce n'est pas un problème militaire. Et lorsque nous indexons la France, on vous dit non, c'est vous-même. Non, c'est la France qui a décidé de nous mettre dans cette situation-là. Il faut aussi pouvoir le dire. Il faut aussi pouvoir le dire parce que en fait, ce que les gens ne savent pas, ce sont les Anglais qui ont chassé les Allemands du Cameroun, ce ne sont pas des Français. Ce ne sont pas des Français. Le général Dobel avait d'ailleurs installé sa base logistique ici à Douala pendant 2 ans. Oui. Pendant 2 ans, Douala et toute la région du littoral était dans une zone anglophone. Yaoundé, à partir du 1er janvier 1916, était devenu anglophone. La France qui n'avait pas l'accès à la mer, parce que étant à Lubangui Chari, RCA aujourd'hui, et le Tchad, ils ont réussi à négocier. Mais comment on peut donc admettre que les gens négocient pour avoir l'accès à la mer? Parce que le Nigeria, les Britanniques avaient déjà l'accès à la mer à travers le Nigeria. Ils nous mettent dans ces gens. C'est le Drian qui est venu renforcer le pouvoir de Yaoundé et pour neutraliser des zones, pour pacifier la zone, pour utiliser les termes militaires. Et ça nous aboutit à des situations compliquées. Ou quand on entre maintenant dans la guérilla, ça va devenir compliqué. Très bien. Merci Bonbon Bengan. Karine Santia, vous avez également un sujet pour nous encore ce matin.
Oui, on parle de la diaspora camerounaise. Plusieurs femmes bloquées au Liban qui demandent de l'aide pour pouvoir retourner au Cameroun après des rendez-vous manqués avec le consul pour délivrer à ces dernières un laissez-passer capable de leur permettre de voyager. Ces dernières, mères de famille qui sont allées pour chercher le mieux vivre, ont été expulsées de leurs chambres dans lesquelles elles vivaient. Pour certaines, les contrats sont arrivés à terme et elles passent la nuit à la Belle Étoile. Depuis lors, ce sont les ONG qui prennent la peine de leur donner à manger de manière irrégulière. Sans travail, elles ne demandent qu'un laissez-passer pour retourner au Cameroun. On va vous permettre d'écouter un bout de cette vidéo. The truth also like we are not human. The cries of your children. Go back home. Bonjour. Nous sommes devant le consulat. Nous sommes aujourd'hui lundi. Le consul nous avait donné rendez-vous lundi de venir récupérer nos laissez-passer. Et nous sommes là depuis le matin, il n'est pas là. Il est fermé depuis jeudi. Chaque jour nous passons ici, on trouve qu'il est fermé. Donc nous appelons à l'aide. S'il y a des personnes qui peuvent vraiment nous aider pour que le consulat nous remette nos laissez-passer. Nous voulons rentrer. Nous n'avions plus de travail. Nous n'avions plus de loyer. Nous n'avions plus rien. Donc on est à nous-mêmes. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et on n'a même pas l'aide du consulat. C'est les ONG qui nous aident à donner quelque chose à manger. Et ils ne vont pas nous aider en tout. Parce que nous n'avions pas de travail. Ce ne sont pas les ONG qui doivent nous donner du travail. Nous n'avions pas l'argent pour payer le loyer. Donc nous sommes abandonnés à nous. Oh là là, Dominique Audrey, c'est des femmes qui pleurent, c'est des femmes qui appellent. Vous croyez-vous que le Cameroun peut être sensible justement à ces appels de ces Camerounaises qui sont au Liban aujourd'hui? C'est la logique. Lorsqu'on est un pays et qu'on a ses ressortissants à l'étranger, on a le devoir, à travers nos représentations diplomatiques, de s'assurer de ce que nos ressortissants soient en sécurité, soient bien. Du moins, c'est le Cameroun dans ce pays-là. Donc, qu'aujourd'hui, elles se plaignent de ce qu'elles n'arrivent pas à avoir de laisser-passer parce que monsieur le consul répond aux abonnés absents, c'est un problème. Et maintenant, la hiérarchie de ce consul-là, entendez, monsieur le ministre des Relations extérieures, si je ne me trompe. Non, c'est le consul du Liban. Ah, ok. C'est pas le Cameroun, c'est le consul du Liban. Elle veut avoir un laissez-passer pour évoluer au Liban. Pour rentrer. Oui, c'est pour... Elle veut rentrer au Cameroun. Non, regardez bien l'image. On a filmé même l'image. C'est pas le drapeau du Cameroun, ils sont au consul du Liban, ils ont besoin d'un laissez-passer, puisqu'on délivre le laissez-passer et tout ça pour pouvoir travailler. Non, elles veulent... Bon, du moins, ce que j'ai entendu, c'est que les dames veulent revenir au Cameroun. Elles ont dit que leurs contrats sont terminés. Voilà. Ouais. D'autres, d'aucunes veulent renouveler parce qu'on nous a donné rendez-vous le jeudi. Celle-ci veut rentrer, par exemple. Celle-ci, par exemple, veut rentrer, mais les autres veulent rencontrer le consul pour qu'on leur donne des laissez-passer. Puisque vous allez payer, on vous donne des laissez-passer pour... Bon, maintenant, pour celles qui veulent rester, quel est le pouvoir qu'on peut avoir pour qu'on leur donne la possibilité. Mais maintenant, pour celles qui veulent rentrer, tout simplement, que l'institution, le ministère de tutelle de leur consul fasse son travail et qui permette que cette dame rentre chez elle. Charles Ahmed, vous l'appréciez également, ces dames qui pleurent. Vous croyez que le Cameroun il y a encore pas mal de choses à faire, non, dans ce pays qui est le nôtre? Vous savez, M. Michel Ngachou, à la fin, vous savez, c'est comme les fourmis manias. Vous savez, vous essayez de brûler une partie, d'autres ressortent encore. Je crois que cette affaire avait été résolue dans son ensemble avec les différents cargos qui avaient été mis et l'aide de l'Organisation mondiale des migrants qui avait organisé des convois pour faire rentrer les Camerounais. On était allé jusqu'à demander quels sont ceux qui veulent rentrer, qui se signalent, on les enregistre. Ceux-là, peut-être, ils espéraient encore qu'on devait renouveler leurs différents visas. Pourquoi sont-ils restés? Aujourd'hui, qui veulent rentrer, est-ce qu'en rentrant au Cameroun, la situation va-t-elle changer, M. Michel Ngachou? Est-ce qu'elle va changer en revenant au Cameroun? Bon, c'est vrai, tout comme les cas de Covid, on a toujours besoin de mieux souffrir proche des siens que d'être loin. Donc je pense que le gouvernement devait soit affréter un avion. Auront-elles la possibilité de payer leur billet d'avion pour rentrer? Ont-elles encore 5 francs pour pouvoir rentrer?
oui, il faut bien poser, il faut bien... comment veulent-elles rentrer? Parce qu'il faut se poser ces questions. Vous vous rappelez que ceux du Covid, qui avaient été bloqués en Inde et tout, l'on a affrété un avion, mais ils étaient obligés de payer les billets d'avion pour pouvoir rentrer. Soit des gens qui démontraient des garanties qu'arriver au pays, il va aller tout à la banque pour pouvoir payer. Oui, il y a des gens que... Mais rappelez-vous, on avait décrié ça ici dans cette émission. Oui. On avait décrié en disant que ça n'avait pas été gratuit. Oui. Comment soit-elle qu'on affrète un avion spécial pour les rapatrier? Ça va se passer comment? J'estime qu'elles sont en situation vraiment douloureuse. On vient de nommer de nouveaux ambassadeurs. Eh bien, ça va constituer un nouveau travail pour ces ambassadeurs de se rapprocher, de les recenser et de remonter l'information. Et vous dites que l'image est insoutenable, bon Benga? Insoutenable. D'abord, il faut dire que ces Camerounaises ont été régulièrement enregistrées au consulat du Cameroun au Liban. Elles sont régulièrement enregistrées parce que lorsqu'il y a eu des premiers scandales, les filles qui on a fait ci, il y en a qui se sont présentées et qui sont allées travailler. Maintenant, ils espéraient peut-être avoir une vie meilleure, maintenant ça tourne au vinaigre. Ils reviennent au consulat du Cameroun au Liban pour avoir donc la possibilité de rentrer, non pas demander, l'achat de billets d'avion, c'est seulement des papiers. Les papiers, c'est sûr qu'ils ont leur argent parce qu'ils savent comment le pays fonctionne. Donc, ne serait-ce que les papiers. Et vous savez comment même l'obtention d'un carte national d'identité est compliquée dans notre pays. Effectivement. Donc, là, il répond aux abonnés absents. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur. Allez, nous allons dans un instant saluer, bien évidemment, le professeur Koro et le docteur Tavea qui sont parmi nous ce matin pour nous parler, bien sûr, de l'Université de Douala et la faculté, bien évidemment, des sciences. Ils nous font le plaisir et l'amitié de nous retrouver. Je ne sais pas, je commence par qui? Le professeur Koro, bonjour à vous. Bonjour. C'était un plaisir justement de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision ce matin. Bonjour également docteur Tavea. Bonjour docteur. Bonjour Michel. C'est un plaisir d'être avec nous. Allez, je commence par vous, professeur Koro. Pourquoi la création des filières professionnelles à la faculté des sciences alors que selon l'imaginaire populaire, vous formez dans les filières fondamentales? Merci Michel de cette question. On peut résumer la réponse à cette question en trois étapes. D'abord, c'est pour respecter la politique gouvernementale qui consiste à professionnaliser les enseignements et donc à former des cadres directement employables. La deuxième raison, c'est que la faculté des sciences aimerait répondre à un manque criard de cadres dans certains domaines que ne peuvent pas former les écoles dites, supérieures. Maintenant, il faut dire que l'Université de Douala et la Faculté des sciences résident dans le poumon économique du Cameroun. Et de ce fait, nous avons un rôle pionnier, celui justement de former des cadres et de ressortir des programmes qui sont adaptés justement aux besoins de l'emploi du Cameroun. Donc, c'est dans ce contexte que la Faculté des sciences déploie un certain nombre de programmes professionnels que le docteur Tavea va essayer de dérouler. Effectivement. Docteur Tavea, dites-nous, quelles sont les filières professionnelles au fait cette année académique 2020-2021 à l'Université de Douala, notamment à la Faculté des sciences, docteur? Merci Michel. Il existe en fait deux niveaux de formation au sein de l'Université de Douala. Oui. Les licences professionnelles et les masters professionnels. Les licences qui durent 1 an sont la licence en qualité, sécurité, environnement, la licence en diététique et nutrition et la licence en technique de laboratoire. Pour ce qui est des masters professionnels qui durent 2 ans, nous avons le master en qualité, sécurité, environnement, le master en analyse et contrôle qualité microbiologique et toxicologique, le master en méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises et également le master en industrie chimique et pharmaceutique. Il existe également au sein de la faculté le centre spécialisé Pétromine, qui regroupe 3 masters. Il s'agit des masters en mine et carrière, un master en pétromine
et un master en génie pétrolier. Donc voilà en gros Justement. les offres que... Et on est quand même en train de se poser des questions. C'est quoi les débouchés aujourd'hui, professeur? Oui, merci Michel. En réalité, nous avons 2 niveaux de formation. Et ces 2 niveaux de formation forment dans le premier niveau en ce qui concerne licence des techniciens. Et ces techniciens peuvent œuvrer dans tous les domaines que nous rencontrons et d'autres nouveaux domaines que les jeunes peuvent créer, notamment dans le domaine agroalimentaire, les industries chimiques, la santé, le domaine des services, le pétrole, la pétrochimie et les mines et carrières qui sont un domaine en pleine expansion parce que le Cameroun doit exploiter ses gisements. Voilà. Très bien. Et bien sûr, à la suite à votre suite, justement, professeur Koro, docteur Tavea, dites-nous, quels sont les critères d'admission et où vous trouvez aujourd'hui? Ok, merci Michel. Parlant des critères, donc pour l'entrée, il faut un bac plus 2 pour ce qui est de la licence et tout autre diplôme équivalent. Et pour ce qui est des masters, il faut une licence, donc bac plus 3 et tout autre diplôme équivalent. Voilà. Et c'est largement suffisant? C'est tout ce qu'il faut? Pour ceux qui nous regardent ce matin, c'est ce qu'ils doivent comprendre, professeur? Il faut dire que c'est des formations spécialisées. Ça signifie que des médecins, des docteurs en médecine, des docteurs en pharmacie peuvent postuler, des ingénieurs peuvent postuler et même des PhD peuvent postuler pour justement se spécialiser dans un domaine bien précis. Merci beaucoup. Merci de passer chez nous ce matin. Nous parler, madame, monsieur, de l'Université de Douala et surtout de sa faculté des sciences. Il faut absolument s'y rendre et prendre toutes les informations nécessaires pour les filières qui ont été proposées ce matin par le professeur Koro et le docteur Tavea. Merci à vous. Bonne journée. Merci à toi, Michel. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Allez, de retour, madame, monsieur, Karine Santia, les messages de nos téléspectateurs qui sont très nombreux et qui nous attendent encore ce matin à travers les réalités restituées et exprimées au cœur du 10-12, le Zénith, le talk show quotidien. Alors, c'est le consul du Cameroun au Liban et non le contraire. Le laissez-passer n'est délivré que par les autorités du pays demandeur. Pour entrer, il faut un laissez-passer du Cameroun. Elles veulent un laissez-passer pour prolonger leur boulot là-bas. Ne demandez pas à vos familles de se lever au Cameroun. Vous allez tous lire, chacun à son niveau. Moi, je m'en lave les mains comme Ponce Pilate. C'est méchant, ça. En voilà pourquoi ils sont prêts à tout bloquer pour l'alternance au sommet de l'État. Pour la femme du sujet du jour, celui de l'huile d'olive est le meilleur selon moi. Marius Ndongo. Oui, absolument. C'est lui qui a demandé de son épouse, et tout à fait. Mais l'autre était, c'était un prestidigitateur. Non. Il dit qu'il enlève les tessons de bouteille. Quelqu'un peut vous dire, j'ai enlevé l'araignée, j'ai enlevé le margouillat. Ce n'est pas vrai. Pas un bonbon, j'ai déjà vu. J'ai dit, c'est pas vrai. Il fait comment pour la magie? Non, il vous blesse. Il vous blesse et après il vous extrait le truc. Non, c'est pas vrai. J'ai dit que c'est la précipitation qu'on peut faire. Quelqu'un peut cracher ici, dit tourne, vous voyez la salive. Si vous allez dire, effectivement, il va cracher de la main, la salive va arriver ici. Voilà. Non, c'est des méthodes, j'allais dire, pour tourmenter les esprits des gens. Vous savez que quand quelqu'un est vraiment malade et que la personne est dans les besoins, elle est sujette à tout à fait. Voilà, donc, mais il faut faire quand même attention. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est malade que vous avez un souci, on vous dira prenez ci, prenez ça. Il faut être malade pour comprendre. C'est le lieu. Ici, Charles Amel et moi, depuis 4 ans, on vous dit n'allez pas là-bas, n'allez pas à l'église. Même la médecine traditionnelle puisse venez prendre à la source. Mais vous vous dites, vous êtes les indigènes, on ne veut pas voir. Vous savez que, monsieur Michel Ngachou, ce qu'on appelle l'imposition des mains, ce n'est pas donné à n'importe qui d'imposer les mains. Ça vous enlève la chance terrible, inouïe. Ce n'est pas donné. La personne qui vous impose les mains, fut-il prêtre, pasteur, pape ou cardinal ou archevêque, s'il n'a pas une vie saine et sainte, peut vous déposer des mauvaises choses plutôt que de vous enlever.
Je dis, peut vous déposer des mauvaises choses plutôt que d'enlever. Un prêtre, un pasteur, je ne sais pas moi, un exorciste qui sort d'un rapport sexuel à l'immédiat, et pendant qu'il est en train d'entrer, il y a quelqu'un qui vient le voir pour dire, impose-moi les mains, il impose la main. Que va-t-il transmettre? L'imposition de main, c'est la transmission. Je te transmets quelque chose. Il faut être pur pour cette transmission. Même le père qui se prépare à imposer la main à son fils prend du temps pour cette disposition, pour cet acte. Raison pour laquelle il faut dire à tous ceux qui sont là que même l'enfant, vous avez des gens qui arrivent à la maison, on tape la tête de l'enfant n'importe comment. Vous ne savez pas ce qu'on met. Même l'épaule de l'enfant. Vous voulez avoir votre enfant a une virilité, on ne tape pas à l'épaule de l'enfant. Il y a des choses qu'il faut savoir. Merci et beaucoup, ça, c'est bon. Merci le Bantou. Karine Santia. Le laisser-passer, c'est pour ceux qui ont perdu leur passeport. Peut-être que les patrons ont confisqué. Notre message, c'est vrai que... Il y a plein de messages, Karine. Mais vous savez quand même qu'à l'église catholique, on ne mange que ça, l'imposition des mains, bénissez, machin. C'est pour ça que la sorcellerie est développée là-bas. Vous savez, à le dire, on a très peur. Non, moi je n'ai pas peur. L'église peut nous dire, voilà, vous faites le procès de l'église catholique. Non, je n'ai pas peur. Nous qui imposons les mains sur je n'ai pas peur, Michel. les têtes de nos fidèles. Michel, je n'ai pas peur. C'est une pratique qui est courante. Toutes les personnes qui vont à l'église catholique savent que on va généralement, moi, ma grand-mère me disait, quand tu finis la messe, va voir le prêtre au sortir, tu lui demandes de t'imposer les mains. Et j'allais le faire. Et est-ce que ça ne se fait pas? Ça se fait. Solidarité. Bon, maintenant, il faut apprendre que, même si on ne croit peut-être pas aux traditions et tout ça, ça a quand même, il y a un échange de trucs qui se fait. Maintenant, on l'apprend. Même si on n'y croit pas, on ne croit pas au camp d'en face. Les gens en veste nous ont tué le pays. Tu les vois habillés, on dirait les vrais, de vrais, alors que c'est des cancres, haineux, ingrats, criminels, bandits et voleurs de nourriture. Mais c'est pas gentil. Hein. En même temps, c'est peut-être très fort. Réunion de lecture du thème de réunion de compréhension, réunion de compréhension du mandat, réunion d'écriture, réunion de correction. Oui, il y a plusieurs réunions. Non, Monsieur Michel Ngadjou, vous donnez peut-être l'impression que en citant cela, je m'amusais. C'est comme ça qu'il travaille. C'est une succession. C'est 10 réunions, M. Michel Ngadjou. 200 000 pour les présidents fois 10, ça fait combien? Mais les gars vivent bien. Quand vous vous rendez compte qu'on dit qu'on a mis 25 millions pour les sinistrés d'Angoaché et que chacun a reçu moins, c'est les comités là qui bouffent. Parce qu'il y a le comité de répartition. Il y a le comité qui va s'asseoir en disant on va me donner quoi? Ceux qui vont aller faire les achats des seaux, des serpillères. C'est des comités, M. Michel Ngadjou. Et c'est ça qui détourne de l'argent dans ce pays. Pourtant, on pouvait confier ça aux chefs d'achat de matériel dans le ministère. Il y en a plein, les chefs de bureau, matériel et tout, on peut confier ça. Ils peuvent faire ces achats. Les comités là nous servent à quoi? Comment pensez-vous qu'on se soignait en Occident avant la médecine? Pour les plantes, comme dans toutes les sociétés humaines, le mot herboriste n'a pas été inventé en français pour les Bantous. Le mot herboriste? Oui. Je comprends pas. Jean-Bernard Tessemer. Il veut dire que même en Occident, on soigne avec les plantes. Mais l'Occident est né il y a 6 000 ans seulement. Vous savez quoi? Il y a 6 000 ans, chers amis, c'est nous les Noirs qui avons dit que les Blancs sont eux aussi des êtres humains. Ne pensez pas que la littérature, l'histoire commence aujourd'hui. L'Occident n'a pas de préhistoire, chers amis. Ça ne vous raconte pas des histoires, même si, quand même, soyez un peu moins complexés. Vous avez une histoire glorieuse. Enfin, faites-la ressortir. C'est tout. Merci. Merci à vous. Merci Karine. Merci Bonbon Bengan, Karine, Audrey et Charlamel. Madame, Messieurs, restez des nôtres. On marque une légère pause et on se retrouve. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie. Et nous vous saluons justement ce matin, Nathalie Ndomé. Merci de nous retrouver. Comment vous allez? Ça va? Très bien, merci. Très heureux de vous retrouver ce matin, après un long moment quand même. Hein? Oui, on peut le dire. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'autre chose, les millions, donc je suis là pour ça. Ça nous fait plaisir. Vous êtes là avec Premier Bet ce matin. Des jours passent et des surprises ne font que s'accroître avec le premier loto. Alors, qu'en est-il cette fois-ci, Nathalie?
Ndomé. Eh bien, cette fois-ci, il s'agit d'une magnifique promotion que nous mettons à la disposition de tous nos clients et même des potentiels clients à travers le produit Loto 5 sur 90. Eh bien, à la maison, tenez-vous prêts, car aujourd'hui, nous vous offrons 50% de bonus sur tous vos tickets gagnants joués en option chance plus, double chance plus 3, 4 et 5. Je dis bien plus 50% de bonus sur tous vos tickets gagnants joués en option chance plus, double chance plus 3, 4 et 5. Donc, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, si vous gagnez en jouant en ces options-là, par exemple 100 000 francs, l'on vous offre en plus de ces 100 000 francs, 50 000 francs de plus, soit 50% de ces 100 000. Si vous gagnez 10 millions de francs, on vous offre 5 millions tout simplement. Et la promotion concerne tous les tirages de la journée. Donc, dès à présent, vous pouvez tout simplement vous acquérir votre ticket, que ce soit dans un point de vente, que ce soit en ligne, et transformer le cours de votre vie. Très intéressant justement, mais comment faire alors pour bénéficier de cette magnifique promotion, Nathalie Ndomé? Alors, pour bénéficier de cette magnifique promotion, c'est simple. Il vous suffit tout simplement de choisir entre 3 et 5 numéros, dans les numéros compris entre 1 et 90. Il suffit, comme ça, de vous rendre soit dans un kiosque Premier Loto, soit dans une agence pour faire valider votre combinaison. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous avez la possibilité en ligne de placer votre pari à travers l'adresse www.premierloto.cm. Allez, justement, nous savons également que le Loto Super 4 ne cesse de faire des millionnaires, Nathalie Ndomé. Pouvons-nous avoir au moins un récapitulatif les plus récents et que faire, nous aussi, pour appartenir à cette belle communauté? Eh bien, Michel, vous l'avez si bien dit, le Loto Super 4 cagnotte ne cesse de faire des multimillionnaires au Cameroun. C'est le cas naturellement des 2 derniers en date qui, à travers 300 francs CFA seulement, ont vu leur vie changer du tout au tout. Nous parlons ainsi de ce Camerounais du côté de Bonabéry qui, pour avoir misé 300 francs CFA, a remporté la majestueuse somme de 32 millions et 700 000 francs CFA le 18 septembre dernier. Et tout de suite, il a été suivi par un autre du côté de Bonamoussadi qui a misé 300 francs et est reparti avec 16 millions et 300 000 francs CFA. Vous aussi, à la maison, vous pouvez appartenir à cette belle communauté des grands gagnants Loto Super 4 cagnotte. Et pour cela, il faut tout simplement joindre l'utile à l'agréable en choisissant 4 numéros, dont les numéros compris entre 1 et 54. Une fois que cela est fait, vous rendez dans un kiosque ou dans une agence pour faire valider votre ticket au prix unique de 300 francs CFA. Michel, je tiens à préciser ce matin que le Loto Super 4 ne donne pas la possibilité de gagner uniquement lorsqu'on a les 4 numéros. Si vous avez 2 numéros, vous repartez avec un bonus de 4 500 francs CFA. Si vous avez 3 numéros, vous repartez avec 60 000. Et bien entendu, lorsque vous avez les 4 numéros et cela, quel qu'en soit l'ordre d'arrivée du tirage, vous repartez avec le jackpot du jour. Et la cagnotte d'aujourd'hui s'élève à 16 millions et 500 000 francs CFA. J'ai tout simplement envie de demander à qui le tour. Voilà, à qui le tour. Pour le savoir, rendez-vous dans les points de vente Premier Loto. Et vous dites justement que c'est interdit au moins de 21 ans et il faut jouer responsable. Tout à fait. Nathalie Ndomé? Oui. Merci. Merci. Vivez la vie du Loto, vivez la vie du Loto, vivez la vie. 10-12, le Zénith se poursuit sur les antennes Equinox Télévision après ce moment de pause. On va quand même dire que les manifestations du 22 septembre dernier laissent encore les Camerounais pantois vis-à-vis des droits fondamentaux de chaque citoyen. Comme expliqué bien sûr la barbarie qui a émaillé et aujourd'hui les arrestations arbitraires. On nous parlait encore à l'entame de l'émission de l'arrestation de Olivier Bibounissa qui pendant 48 heures est entendu à la direction de la police judiciaire au niveau de Yaoundé et qui au moment où nous parlons serait en chemin pour le CED. C'est justement des images qui ont fait le tour de la toile depuis la veille, donc depuis le 21 septembre dernier, où encore on a vu des Camerounais qui ont été interpellés, arrêtés et qui aujourd'hui sont dans un commissariat, c'est à Ngouaekele effectivement. Madame, monsieur, certainement, bon, Bengam, vous saurez apprécier ces images-là qui tournent. Vous m'énervez. Nous, intellectuels. Oui, vous aimez votre français académique. L'arrestation, Bibounissa n'a pas été arrêté. Bibounissa a été enlevé. En fait, notre français élémentaire, il faut parler pour qu'on se comprenne. Bibounissa
un commissaire divisionnaire est venu lui dire que le délégué général de la sécurité nationale appelle et demande le mandat, il dit non. En bon républicain, en bon citoyen, il dit d'accord, c'est le président, voilà. Chemin faisant, on le met dans un truc, on l'amène dans une autre direction qui n'est pas celle de la délégation générale de la sécurité nationale. Et il ne rencontre pas M. Bargangele. Vous dites qu'il a été comment? D'accord. En français simple, il a été enlevé. Et non seulement il a été arrêté, mais il y a également... Il a été enlevé. Il a été enlevé, tant pour moi, il a été enlevé justement. Mais ce qui est formidable, c'est que ce matin, en échangeant avec Maître Mélie Hippolyte, on nous fait savoir qu'il partira très vite de la DAPJ pour le CED. Alors, le lien, c'est quoi? C'est quoi ces dossiers? Quand on vous enlève, on ne veut pas, d'abord, il n'y a pas de traces. Ça a été comment avec Ouazizi? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est la police qui l'avait convoqué, si c'est la sécurité militaire, si c'est un juge d'instruction, si c'est le procureur de la République. Toujours est-il que Ouazizi, on ne le voit plus. Jusqu'à présent. Voilà, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver à Biboun Issac, mais je dis l'enlèvement. Quand on vous enlève, c'est justement pour vous faire disparaître. Sinon, il y aurait des preuves. C'est lui en image cachée. Non, ça, ce sont les Camerounais. Ce sont les Camerounais, justement, qui ont été arrêtés à la veille chez le professeur Maurice Kamto, alors qu'il venait, bien sûr, lui, du moins, il venait le protéger quand ils ont appris qu'un certain nombre de choses se passaient. Et là, les images qu'on regarde, ils sont au commissariat, couchés au niveau du commissariat. Et c'est assez grave quand même. Charles, mais comment vous comprenez ça? Bien, monsieur Michel, vous savez, l'objectif de l'humiliation aujourd'hui s'arrange à ce que on vous rabaisse. Vous avez vu l'un des reporters d'Equinox qu'on a mis à nu. Oui. Après son interpellation, on l'a mis à nu. Ngassi. Oui, Rodrigue Ngassi, on l'a mis à nu. Après les faits, on a mis le pied sur la tête. Il y avait un objectif, il y avait des intentions cachées à l'intérieur. Le fait de les humilier, les mettre nus, et à même le sol en pleine saison de pluie. Vous savez, monsieur Michel, ce qui peut bien se passer. Que disent donc les droits de l'homme lorsqu'on regarde ces Camerounais couchés dans un commissariat comme celui-là? Où sont les ONG les droits de l'homme ne cessent de décrier au jour le jour. Mais la ils ne sont là que pour faire... Mais monsieur Michel Ngachou, vous avez vu que le remplaçant intérimaire de Divine, lui-même est allé jusqu'à dire que finissez avec eux. Il a dit finissez avec eux. Vous avez notre onction. Hein, le professeur Kobila a dit finissez avec eux, vous avez notre option, allez-y. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on se demande même, vous voyez, je n'ai pas envie de sortir un mot à l'endroit de ceux qui se prétendent être des intellectuels, des universitaires dans ce pays, vraiment. Je n'ai pas envie parce qu'ils sont plus bas que terre. Mais j'estime que les droits de l'homme font leur travail, crier, décrier, faire des plaidoyers, faire des rapports, présenter les rapports. Vous avez vu ces policiers dont on décriait hier, qui obligeaient les manifestants à chanter alors qu'ils semblent qu'ils sont neutres dans ce type de situation. Ils sont déjà partisans dans un certain cas. Vous allez vous rendre compte, on va crier, on va décrier, mais quel sera le juge? Quel sera le procureur qui va se lever pour se saisir de l'affaire? Le vrai procureur, le vrai juge, c'est le peuple. Le vrai procureur, le vrai juge, c'est le peuple. Non, de votre point de vue, c'est ça? C'est le peuple qui donne la référence. Ici, je ne vois pas encore de juge fou. Parce que si un juge là ose, par exemple, s'élever contre l'enlèvement de Biboun Issac, on ne peut pas couper son pain. Mais il faut donc qu'il y ait un magistrat qui dise que qu'on coupe mon pain ou pas. Ce qu'on a fait à Biboun Issac, c'est un enlèvement et ce n'est presque nulle part. Il lui demande de rentrer chez lui. Mais vous voyez un magistrat prendre ce courage? J'ai bien envie de le croire. Parce qu'en fait, si il n'y a pas... Si on ne parvient pas à consolider la démocratie dans notre pays, c'est en grande partie parce que le pouvoir judiciaire ne veut pas jouer pleinement son rôle. Il reste sous la coupe de l'exécutif. Oui, tout à fait. Parce que quand les magistrats sont dans une attitude où on leur interdit de faire un syndicat, vous dites ils acceptent comme ça. C'est eux qui ont appris la loi. Ils appliquent la loi. Et dans notre pays, pour créer un syndicat, on est obligé de s'inspirer des textes du Bureau international du travail. Il n'y a pas de texte qui organise des syndicats dans notre pays. Et les magistrats acceptent ça.
C'est des images insoutenables, madame, messieurs. Lorsqu'on regarde ces enfants couchés à même le sol, bien sûr, dans un commissariat au niveau de Mélène à Yaoundé, ils ont été appelés à la veille au quartier Santa Barbara et aujourd'hui, ils sont bien évidemment dans ce commissariat. C'est inimaginable, c'est inacceptable. Ils demandent simplement à rentrer chez eux, puisqu'une fois après avoir arrêté ces derniers, les téléphones ont été récupérés et cassés littéralement devant eux-mêmes et ils ne demandent qu'à retourner chez eux. Et les images qu'on peut regarder aujourd'hui sont... Il y a certains même, donc on n'a pas enregistré dans les mains courantes. Et là, c'est bien sûr dans un commissariat. C'est assez grave quand même. Il y a certains qu'on ne retrouve pas. Où sont-ils allés? Ont-ils été victimes d'un assassinat? Sont-ils, comme on dit, bombo americano ou mexicano? On les a jetés où? Il faut bien savoir là où ils sont. Arrêter, c'est une chose, mais il faudrait au moins présenter en termes de traçabilité. Ceux qui sont allés donner la nourriture ce matin ont été aussi incarcérés. Ceux qui sont gardés, ceux qui sont allés donner la nourriture, le pain ou le déjeuner, ont aussi été incarcérés en disant que ce sont les complices. Les membres de la famille. J'ai dit des les membres de la famille qui vont donner à manger. Alors, ils ont été arrêtés et incarcérés. Mais c'est quoi la complicité par lien de sang? Je comprends pas. Non. Il n'y a pas de liberté d'expression. Non, l'option c'est quoi? C'est que le 22 septembre, le MSS allié voulait faire un coup d'État. Et on est donc en train de répondre à un coup d'État imaginaire, à un coup d'État fabriqué. Donc à ce moment-là, il faut donc trouver les éléments qui valident un coup d'État. Puisqu'on n'en a pas, on va donc fabriquer, parce que chez nous, si on était dans un état de droit, on serait dans la présomption d'innocence. Maintenant, on est dans la présomption de culpabilité. Ce n'est plus de droit là. Merci. Merci à vous. Merci, madame, messieurs, de regarder le Cameroun avec les yeux de Camerounais, pas avec les yeux des étrangers. On ne sait pas comment on va s'en sortir, mais la réalité est là, le peuple est là, et le peuple sera justement décidé au moment opportun. Nous sommes Equinox, la chaîne du peuple. Vous êtes le peuple. À demain, 10h.